Bonjour à tous et à toutes, je me nomme Simon et voici un nouvel épisode de À chacun son rôle, un podcast où nous invitons une personne à lire et discuter d'un jeu de rôle avec nous. Aujourd'hui, mon co-hôte Maxime et moi accueillons Nadine pour parler du jeu Rust Rifle. Pour se mettre en contexte, Rust Rifle est un jeu Powered by the Apocalypse écrit par Daniel Kwan, Patrick Keenan, publié sous Dundas West Game et sorti en 2020. Dans Rust Rifle, les joueurs incarnent les membres d'une section du corps expéditionnaire canadien durant la Première Guerre mondiale. Allons maintenant rejoindre les autres pour la discussion et bonne session. Bonjour Nadine, bienvenue parmi nous. Tout d'abord, pour commencer à te connaître un peu plus, j'aimerais te poser deux questions qu'on a l'habitude de poser à nos nouveaux invités. Comment as-tu commencé à jouer à des jeux de rôle et est-ce qu'il y a un jeu en ce moment auquel tu joues ou auquel que tu aimes jouer? D'abord, bonjour messieurs, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très ravie d'être parmi vous. Pour répondre à ta question, Maxime, j'ai commencé à jouer à des jeux de rôle à la fin de l'adolescence. En fait, ce qui se passait, c'est que j'ai eu un intérêt pour les jeux de rôle pendant vraiment longtemps. Avoir un intérêt, c'est bien. Avoir des amis pour jouer, c'est mieux. Donc, il a fallu que j'attende de rencontrer justement Simon, parmi nous, le meneur de ce podcast, pour qu'ensemble, pour qu'il m'initie enfin au jeu de rôle. Donc, on a commencé tout en douceur avec du Donjon Dragon bien classique, ou c'était peut-être Pathfinder, ou c'était peut-être les deux, peu importe. Et pas à pas, Simon m'a initié à d'autres jeux de rôle et m'a initié dans les dernières années à la formule PBTA, qui est une formule que j'ai adorée pour deux raisons. Tout d'abord, j'aime beaucoup le théâtre et je trouve que c'est une forme de jeu qui s'apparente beaucoup au théâtre et à l'interprétation. Et dans un autre temps, pour ma part, le moins il y a de règles, le mieux je me porte. Donc, en fait, non, c'est pas vrai. Pas le moins il y a de règles, le mieux je me porte. Le moins il y a de jets et de mathématiques et de statistiques compliquées, le mieux je me porte. Donc, j'aime ce caractère fluide des jeux PBTA. Je viens de terminer par ailleurs une séquence de masques qui s'est très bien déroulée et qui a été très agréable à jouer. Donc voilà, c'est là où j'en suis dans ma petite carrière très récréative de joueuse de jeux de rôle. C'est exactement le but des jeux, donc on est bien content que tu apprécies ça. Aujourd'hui, on va parler de Rust Rifle. C'est un jeu que tu as choisi pour une raison en particulier. Est-ce que tu voudrais nous en parler? En fait, je suis fraîchement diplômée. Donc, à l'été dernier, j'ai complété mon mémoire de maîtrise. J'ai complété une maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. Et bien que mon mémoire n'ait pas porté sur la Première Guerre mondiale en particulier, l'un de mes deux directeurs, directrices était Carl Bouchard, qui est un expert sur l'histoire de la paix, mais qui est aussi un expert de l'histoire de la Première Guerre mondiale et pour qui j'ai travaillé à de nombreuses reprises. Donc, j'ai un intérêt quand même très aiguisé sur l'histoire de la Première Guerre mondiale. Parfait. On a bien hâte de pouvoir t'en parler. Donc, le jeu du jour aujourd'hui, c'est Rust Rifle, un jeu qui va nous propulser dans la Première Guerre mondiale, dans le contexte de la Grande Guerre, comme on l'appelait à l'époque. Donc, les joueuses et les joueurs vont être amenés à jouer des soldats membres du corps expéditionnaire canadien qui vont partir en Europe, qui seront dans les tranchées du front ouest et qui vont vivre tous les aléas de la guerre qui viennent avec ça. Donc, ces soldats qui vont vivre autant beaucoup d'ennuis, beaucoup d'amertume, mais aussi beaucoup de combats, beaucoup de chaos, qui vont voir leurs camarades mourir, qui vont parfois s'en sortir, qui à d'autres moments vont mourir eux-mêmes et qui surtout vont être confrontés plutôt aux horreurs de la guerre moderne, ce qui est vraiment le tournant en fait à la Première Guerre mondiale, l'industrialisation. Donc voilà, les joueurs et les joueurs seront amenés à évoluer dans ce contexte-là. Rust Rifle est un jeu powered by the Apocalypse ou propulsé par l'Apocalypse. Donc, de ce fait, c'est un jeu narratif où le maître de jeu décrit l'action, les joueurs répondent avec leurs propres actions, éventuellement déclenchent des moves qui sont des morceaux mécaniques à traiter pour retourner après ça à la fiction. En général, lorsqu'on est rendu dans cette partie-là, on roule 2d6, on ajoute une de nos caractéristiques, dépendamment quel move qui est déclenché, et les résultats vont dire qu'est-ce qui s'ensuit. En général, un 7 et plus, c'est un succès.
7 à 9, un succès mitigé. 10 et plus, un succès total. Et le 6 et moins est quelque chose de mauvais qui se passe. Lost Rifle, précisément, est divisé en 2 catégories de moves. Le premier, c'est les moves de base. On parle de choses comme donner du confort à ses compatriotes, aider ou obstruer les actions des autres, passer au travers des difficultés, demander des questions alentour ou se préparer à la prochaine mission. Ensuite, il y a aussi plusieurs moves de combat. On parle de charger, de charger au travers du No Man's Land, de la Première Guerre mondiale, passer inaperçu, se mettre à couvert, aller en retraite, ou de façon plus agressive, lancer une grenade, se battre au corps à corps et finalement tirer. En ce qui concerne la création de personnages, le livre est très bref au niveau de la création elle-même. On a quand même une mention d'à peu près 6 pages sur les 8 de la création de personnages sur les origines de vos personnages. Donc, on essaie quand même de mettre un accent sur la diversité, malgré que ça n'a pas d'impact mécanique ou quoi que ce soit. Ça peut apporter quelque chose d'intéressant dans le jeu. Sinon, en ce qui concerne la création elle-même, elle se fait beaucoup plus par rapport au playbook, donc aux personnages qu'on va créer. On a les feuilles de playbook qui nous dirigent dans la création de ces personnages-là. Donc, à la manière de la majorité des propulsés par l'Apocalypse, on a une description de l'archétype qu'on peut incarner. Donc, on va voir par exemple le sergent, le créatif, le remplacement, donc le nouveau qui vient d'arriver, qui remplace quelqu'un d'autre qui est probablement mort. Le scout, donc des rôles comme ça qui vont vraiment être des archétypes au sein du groupe. Une description de ce personnage-là et de ce qu'il incarne. On va avoir aussi très souvent des listes de choix déroulantes, ou dans ce cas-ci, où est-ce qu'on va avoir une liste de choix où on va entourer, par exemple, à quoi ressemble l'uniforme, à quoi ressemble notre personnage. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mince, qui a l'air jeune, qui a l'air stoïque, etc., etc. Le nom, évidemment. On va avoir une description rapide de son équipement, de son type d'équipement. Malgré que ça n'a pas nécessairement un impact mécanique, ça a quand même un impact au niveau de la description de la narrative. Si par exemple j'ai accès à une grenade, ben je vais pouvoir utiliser une grenade. Ou si j'ai accès par exemple à un couteau ou un sifflet, ben ça va être bien identifié. Donc ça, c'est vraiment des choix. On va passer au travers de tout ça. Ensuite, on arrive aux attributs. Les personnages sont divisés en 4 attributs. Les 4 sont déjà préassignés. On va quand même pouvoir rajouter un à un de ces attributs-là. Donc, que ce soit la valeur, l'œil, la perspicacité, la force physique. Donc, tous ces éléments-là vont être bien identifiés. Puis, où est-ce qu'on va avoir vraiment un typique archétype de propulsé par l'apocalypse? On va avoir une série de questions. Donc, par exemple, je vais prendre le sergent. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes stationné au front? Depuis combien de temps est-ce que vous êtes en charge de votre section, etc., etc. Donc, on va utiliser ces questions-là vraiment pour décrire les interactions entre les personnages, les circonstances du jeu. Donc, ça va vraiment créer, dans le fond, l'univers de jeu puis l'échange entre les joueurs. On va avoir après ça d'autres formes de questions qui sont plus spécifiques sur les liens entre les personnages, qu'on va appeler des bonds. Donc, ça peut être, par exemple, je suis inquiet parce que tel personnage... Puis là, on a un vide à remplir. Donc, ça va être vraiment des énoncés qui vont définir un peu la relation entre les joueurs. Après ça, il va y avoir les blessures, autant physiques que mentales, donc les blessures ou le stress. Et finalement, les moves, comme Simon les a décrits. Dans ce cas-ci, c'est des moves qui sont spécifiques à l'archétype, donc ils vont permettre un peu d'identifier ton personnage en fonction de cet archétype-là, puis de qu'est-ce qu'il peut faire que les autres peuvent pas nécessairement faire aussi bien. Donc, ça va être des événements narratifs qui vont créer plus d'histoire ou qui vont permettre d'affecter un peu plus l'histoire en fonction de c'est quoi notre archétype. Après ça, il y a des notes autant de personnel que de
de ton équipe ou de ta section et finalement de tes opérations et missions. Donc, Nadine, quelle a été ton expérience avec ce jeu-là et qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, pour ma part, ma seule expérience avec ce jeu-là, c'est que j'ai lu le livre. Donc, je ne l'ai pas expérimenté vraiment en jouant. Je dois avouer par contre que j'ai été agacée à plusieurs moments à la lecture du livre. Il y a plusieurs passages dans ce livre-là qui s'inscrivent dans une interprétation historique qui, moi, personnellement, me déplaît. On pourra y revenir lors de la table ronde. Donc, il y a évidemment des bons coups et des moins bons coups dans ce livre-là. Un des bons coups, en fait, c'est qu'on rend bien, en fait, le chaos de la guerre. Donc, on explique bien qu'est-ce qui se passe concrètement quand on est dans les tranchées. Bon, parfois, on s'en va un petit peu dans le surdétail, mais en somme, on peut quand même bien comprendre à quoi ça ressemble la vie dans les tranchées. En contrepartie, c'est un jeu aussi qui est très, très, très orienté sur l'aspect combat et très peu sur l'aspect, justement, relation entre les personnages et relation quand on est hors combat, quand on est en dehors des tranchées. Je veux saluer aussi la recherche qui a été faite pour ce jeu-là. Donc, bien que j'ai un certain problème avec l'interprétation, je suis quand même impressionnée par la précision de certains éléments du jeu. Sinon, au niveau de la mécanique, bon, je ne suis pas la meilleure, en fait, pour juger de la fonctionnalité ou de la dysfonction d'une mécanique. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y avait quand même parfois un certain décalage entre ce qui était dit dans les moments explicatifs et ce qui se passe dans la mécanique. Un exemple de ça serait justement quand on parle de tous ces moments où on n'est pas en combat, mais quand on regarde les mécaniques sont conçues pour être en combat. Donc ça serait un défaut que j'y verrais. Sinon, visuel, j'ai pas grand-chose à commenter dans la mesure où j'ai pas lu beaucoup de livres de jeux dans ma vie. Normalement, je laisse ça plus au maître de jeu, même si je devrais pas. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que bon, la forme, elle est un peu. J'ai trouvé que la forme était très muséale et un peu lourde aussi. Donc, on essaie de faire un travail pour rendre ça le plus historique possible, mais ce faisant, on rend ça un peu, je sais pas comment dire, mais on rend ça un peu lourd. Toi, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour ma part, j'ai seulement lu le livre. Niveau mécanique, le jeu semble solide, sans être totalement impressionnant. Malgré qu'il est sorti en 2020, on voit une structure de propulsé par l'Apocalypse beaucoup plus classique, le genre de choses qu'on aurait plus vu comme en 2015. Mais aussi que j'ai un gros problème avec le jeu, c'est justement dans la description historique. En fait, tant que ça reste dans la description historique au début du livre, c'est pas un problème, mais les mentions de statistiques, de patriotisme se retrouvent même dans chacun des blocs de règles, des mini-sections où c'est que ça devrait être juste des règles en fait qui sont là. Ça m'a comme un peu plus dérangé puis rendu ma lecture assez pas frustrante mais déplaisante. Visuellement, il est gris, morne. Je veux dire, c'est pas juste comme un livre en noir et blanc, même si oui, il est en noir et blanc. Là, il y a des livres en noir et blanc qui sont plus dynamiques que ça. Celui-là, on dirait qu'il il est pas juste en noir et blanc, on dirait qu'il a été écrit en gris. Ce commentaire-là doit venir un peu du fait que j'ai jamais vraiment trippé à lire des livres d'histoire. Et on dirait qu'il y a comme une espèce de partie. Ce livre-là est comme un peu hybride. Essaie d'être un livre de jeu et un livre d'histoire en même temps, en faisant pas à 100% la job d'un côté comme de l'autre. Si tu permets, Simon, je ferai une petite rectitude tout à fait personnelle et subjective, mais à mon avis, ce livre-là n'a rien à voir avec un livre d'histoire, en fait. Donc, c'est vraiment un peu... tu sais, en psychologie, on va parler parfois de psychopop. Bien, moi, en histoire, je dirais qu'il y a des livres qui sont histopop, et ça, c'est de l'histopop qu'on a lu dans ce livre-là. Non, je suis d'accord. J'ai juste dit que on dirait que le livre essaie d'être un livre d'histoire en même temps d'être un livre de jeu et manque la cible sur les deux côtés. Je suis en ce moment intéressé quand même à jouer à ce jeu-là, peut-être pas une grande campagne, peut-être même juste un one-shot, pour voir comment que la mécanique est capable de bien fonctionner. Mais le livre en tant que tel, je l'ai vraiment pas aimé. Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu en as pensé? Je dois avouer que je penche un peu du même côté que toi, Simon. J'ai eu l'occasion de lire le livre, mais j'ai aussi écouté un podcast pour un peu me donner une impression de comment se joue le jeu. Et ben, faut dire que c'était à peu près ce que je m'attendais.
La mécanique du jeu est pas révolutionnaire, très fonctionnelle. C'est un propulsé par l'Apocalypse, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai l'impression qu'on aurait pu pousser un petit peu plus loin pour que ce soit un peu plus intéressant. Peut-être aller un peu plus dans le breakdown mental qu'il pourrait y avoir ou vraiment comme justement l'aspect un petit peu plus psychologique de la guerre, parce que je pense que c'est l'intérêt premier de ce jeu-là, malgré que c'est pas tout à fait clair dans le jeu. La mécanique elle-même apporte un peu l'aspect héroïque de la guerre, alors que veux pas, c'est pas la réalité. Il y a autant de moves de combat qu'il y a de moves sociaux et ainsi de suite. Et pour moi, c'est un peu un débalancement dans l'équilibre qu'il devrait y avoir. Il devrait avoir beaucoup plus d'importance au niveau de la vie de tous les jours, tous les jours, c'est peut-être un grand mot, là, mais la vie dans les tranchées puis les interactions entre les personnages. En ce qui concerne la thématique, je pense que malgré ce que Nadine tu en dis, moi j'ai l'impression que ça a quand même une importance. C'est un jeu qui, à mon avis, est l'essence du jour du souvenir. C'est vraiment le but, c'est de mettre l'accent sur les héros, entre guillemets, canadiens à l'époque. Donc, il y a quand même une bonne partie que je trouve pertinente et intéressante à ce niveau-là, malgré que je n'ai pas un intérêt particulier pour le livre et que ça rendait la lecture difficile. Beaucoup de détails historiques qui peuvent être intéressants parce que ça donne des idées pendant les parties, mais c'est lourd à lire un petit peu. Donc, beaucoup de choses que j'ai appris, mais que honnêtement, je ne tenais pas nécessairement à apprendre. Mais je pense que quelqu'un qui a vraiment un intérêt pour des histoires de guerre, ça pourrait être intéressant. Sinon, ben, je rejoins un peu ton point, Simon. Au niveau du visuel, le livre est monotone, donc un peu difficile à lire. Personnellement, j'aurais pas envie d'y jouer. J'y jouerais simplement pour comprendre si je me trompe ou pas. Mais j'ai pas l'impression que je saurais quoi y faire ou il y aurait un intérêt. Puis même au niveau de le maîtriser, je lisais la section de maîtrise du jeu, puis honnêtement, je saurais pas quoi faire. C'est pas un jeu qui me semble clair dans c'est quoi le but du jeu, c'est quoi comment se passe une partie. Il y a comme quelques descriptions de scènes, mais c'est tous des éléments du genre voici ce qui se passe quand il y a une attaque d'une tranchée ou des choses comme ça. Donc, c'est incertain pour moi le but du jeu, puis quel aspect du jeu doit être mis de l'avant. Je l'ai mentionné un peu là, au niveau de la balance entre les batailles et les relations sociales, puis ce genre de choses-là, il y a quelque chose de pas très clair. Donc, Nadine, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Oui, alors moi aujourd'hui, en fait, j'ai déjà un petit peu semé la graine dans la section précédente, mais j'aimerais ça en fait discuter avec vous de l'orientation historiographique et ou l'orientation interprétative du jeu. Aussi, je veux souligner en fait la différence entre l'histoire et la mémoire. Donc, quand on fait de l'histoire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va interpréter le passé. Donc, on va interpréter, par exemple, des circonstances, un événement, un bouleversement, un changement, un personnage, etc. Mais on va faire une interprétation qui va être basée justement sur des éléments qu'on analyse de ce passé-là pour essayer de trouver une explication à un certain phénomène. On peut aussi voir comment un concept s'applique dans le passé. On se pose des questions, par exemple, comment, je sais pas moi, justement, comment est-ce que la Première Guerre mondiale a-t-elle été... c'était quoi la place du nationalisme, par exemple, dans la Première Guerre mondiale? Donc, on va se poser des questions vraiment sur le passé pour nous permettre de l'analyser. Et la mémoire, c'est comment on se souvient de ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on met ça en récit. On va parler notamment d'histoire nationale, par exemple. Donc, on a un récit national, on a une trame narrative et les États nationalistes, ou en fait les États points, les nations, veulent prendre des événements historiques et les faire coller au récit national. Un exemple de ça, ça serait, pensez-y, est-ce que la Fondation Saint-Jean-Baptiste érigerait une statue en l'honneur du général Wolfe?
La réponse est non, parce que justement, ils veulent honorer des Québécois francophones. Bon. Donc, ça, c'est l'histoire versus la mémoire. Alors, ce qui se passe, en fait, pour amener ça au jeu, c'est que moi, j'aurais vraiment adoré, surtout dans le contexte d'un PBTA, j'aurais adoré avoir un jeu qui parle d'histoire, mais là, je me retrouve avec un jeu qui parle de mémoire. Or, la différence entre les deux, elle n'est pas forcément assumé, je dirais, dans le jeu. Je vous donne un exemple. J'ai sous la main ici justement un extrait d'introduction qui va comme suit. Donc, Ross Rifle est un jeu éducatif conçu pour aider les personnes à comprendre la guerre, la paix et la mémoire. C'est un jeu conçu pour aider les participants et participantes à développer et exprimer une compréhension de la complexité des expériences canadiennes pendant la Première Guerre mondiale. Or, moi, j'ai l'impression que c'est pas ça que le jeu fait. Mais on se retrouve constamment dans le jeu, donc on a toujours des petits paragraphes comme ça qui dit ah oui, on veut aider les gens à comprendre c'était quoi la guerre. Mais on se retrouve aussi avec d'autres moments où on dit complètement autre chose. Donc là, je reprends le même paragraphe, mais on est seulement quelques lignes plus loin où on dit mais on veut que ce soit un moyen de se souvenir et d'honorer des actes, des actions selfless, pardon, j'ai pas la version française qui me vient comme ça. Donc, on se retrouve vraiment dans un jeu où on nous dit, d'une part, non, mais on veut que les gens comprennent c'est quoi la Première Guerre mondiale, et d'autre part, non, mais on veut que les gens se souviennent et honorent les vétérans. Mais les deux sont un peu incompatibles dans ce que le jeu présente. Et dans ce que le jeu présente, j'ai vraiment l'impression qu'on est plus dans une rhétorique de mémoire, donc une rhétorique très patriotique. On utilise souvent du vocabulaire qui s'apparente justement à la mémoire nationale que le Canada fait de la guerre. Par exemple, on va parler de bravoure, on va parler d'honneur, on va parler de patriotisme, on va parler de héros. Donc, on utilise beaucoup un vocabulaire, en fait, qui est héroïsant et qui est très, très patriotique. Et moi, ça me dérange dans la mesure où, ce faisant, le jeu fait fi de la variété des expériences. Donc vous, est-ce que vous avez senti ça? Est-ce que vous avez senti en fait que c'était un jeu qui était plus ancré dans la mémoire et le patriotisme que dans une histoire plus interprétative? J'ai effectivement remarqué qu'il y avait cette opposition-là dans le livre entre l'histoire et la mémoire, comme tu les mentionnes si bien. J'ai l'impression que le jeu aurait dû assumer un peu plus son rôle de mémoire, donc son rôle patriotique, dans le sens que à plusieurs endroits, c'est très bien mentionné. À d'autres endroits, on dirait que ça a l'air de vouloir se présenter comme un jeu vraiment historique, alors que c'est un jeu tellement pointu et qui s'intéresse spécifiquement à un type d'histoire particulière, donc un type de narration particulière qui est beaucoup plus proche de celle qu'on pourrait voir justement dans les musées, les musées canadiens de l'histoire de la guerre et ainsi de suite, où est-ce que les gens vont vraiment voir les héros canadiens et ainsi de suite. Donc ce jeu-là apporte quand même cet aspect-là, sauf qu'il le fait sans nécessairement l'annoncer aussi clairement qu'il devrait. Je pense que c'est un choix qui est justifié d'aller vers la mémoire canadienne, mais qu'il aurait pu l'annoncer en préface un peu mieux. Je vois, entre autres, dans l'introduction, c'est assez clair, mais à certains moments donnés, on dirait qu'on revient vers des éléments plus d'histoire. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Simon? Selon moi, c'est clairement... le jeu est clairement patriotique et non historique, même s'il y a des faits historiques à l'intérieur. Surtout en lisant ça, en lisant le livre, j'assume que la plupart des choses qu'il y a à l'intérieur sont vraies. Mais je me demande si je devrais faire ça avec le vocabulaire et les champs lexicaux qui sont utilisés pour une espèce de propagande de toujours être que les Canadiens étaient donc ben bons, donc ben les meilleurs, donc ben les plus tough, etc. Mais je trouve ça intéressant, en fait, ce que tu dis, Simon. Si tu permets, vous avez tous les deux mentionné des choses super intéressantes sur lesquelles j'aimerais revenir rapidement. D'abord, Maxime, je trouve ça intéressant quand tu dis justement que le jeu annonce pas clairement que c'est un jeu qui est davantage orienté sur la mémoire que sur l'histoire.
bien que ce soit quelque chose que je critique, c'est pas à Rust Rifle que je le critique, je te dirais que c'est à l'histopop en général que je le critique. Pour revenir sur cette distinction-là, la distinction histoire et mémoire, c'est pas une distinction qui est forcément connue dans le grand public. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que si on fait tomber une statue dans le Vieux-Montréal, ben là, c'est hyper polarisé, puis il y en a qui disent non, puis il y en a qui disent oui. C'est qu'on comprend mal en société, j'ai l'impression, du moins, la différence entre l'histoire et la mémoire, ça se reflète aussi dans certaines créations que moi, j'associe à de l'histopop. Donc, dans cette idée-là, c'est pas étonnant qu'on voit ça dans Rust Rifle. Maintenant, quelle orientation interprétative est-ce qu'on donne, justement, à ça? Et dans le cas de Rust Rifle, justement, avec le vocabulaire, c'est une mise en récit très héroïque, on veut parler d'exploit, on veut parler de héros. Or, est-ce qu'un soldat est toujours un héros? Et est-ce qu'un soldat est toujours patriotique? Et est-ce qu'il est patriotique tout le temps qu'il est à la guerre? Et tout ça, ça m'amène en fait à un deuxième sujet qui est la variété des expériences de guerre. Le jeu rend bien la diversité dans les motivations, mais on dirait que les motivations sont toujours quand même chapeautées par cette idée de patriotisme et de héros ici et ça, alors que les motivations pour partir à la guerre sont nombreuses. Et parfois, on peut parler d'un petit patriotisme, on peut parler d'un grand patriotisme. Les deux coexistent, c'est pas un ou l'autre. À d'autres moments aussi, ça peut être des événements de vie simplement. Peut-être que on a un jeune homme de 18 ans que lui est à la maison, il est plus capable de sentir son père, il veut s'en aller, ben il va partir à la guerre. Aussi, quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que l'image du soldat, vraiment l'imaginaire en fait qui englobe le soldat, représente le comble de la masculinité. Aller à la guerre, c'est devenir un homme. Ça aussi, ça peut être une motivation pour partir à la guerre. Aussi, c'est pas, même si on part avec patriotisme, partir avec patriotisme ne veut pas dire partir avec enthousiasme. Parfois, on part un peu avec cette idée de ouais, OK, ça me tente pas. Je comprends qu'il faut que j'y aille, mais OK, je suis pas particulièrement enthousiaste. Aussi, il y a une différence dans le temps, parce que quand on s'enrôle en 1914, on n'a pas encore forcément conscience que ça va être une guerre aussi dévastatrice, parce qu'on n'a pas encore conscience de l'aspect industriel de la guerre, versus quelqu'un qui s'enrôlerait en 1917, où là, on connaît mieux la réalité de la guerre. Donc ça aussi, ça va changer les motivations. Et aussi, arriver sur les tranchées, les motivations changent. C'est pas parce que tu étais bien enthousiaste au début que tu vas être bien enthousiaste en 1917, quand tous tes amis sont morts et que toi, tu te retrouves un peu là, puis que, je sais pas, moi, tu as du mal à dormir parce que tu trembles, parce que tu es sous l'influence de ce qu'on appelle le shell shock. Donc, tout ça, ça fluctue aussi. Et quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on lit même des témoignages, les témoignages ne sont pas écrits pendant les combats, sont écrits après coup. Donc, il y a aussi le côté où on veut faire sens du combat qu'on vient de vivre. Donc, il y a des écrits, effectivement, qui vont parler un peu qui vont mettre de l'avant l'aspect patriotique et l'aspect la grande mission, machin, machin, machin. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça qu'on pense quand on est dans le combat ou est-ce que c'est ça à quoi on pense après pour s'expliquer la mort de nos camarades et le chaos de la guerre? Donc, tout ça pour dire en fait que la variété des expériences de guerre, c'est quelque chose auquel on touche un peu dans ce jeu-là, puisque on encourage en fait les joueurs à avoir chacun sa propre histoire. Quoi qu'il en soit, cette même histoire-là, ou plutôt ces histoires-là, sont toujours chapeautées par la trame narrative patriotique et nationaliste. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez... Qu'est-ce que vous en pensez de ça, en fait? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé avant au niveau de la variété des expériences? Est-ce que vous diriez que ça se reflète dans le jeu ou pas? Selon moi, d'un point de vue beaucoup plus large sur les jeux de rôle, la variété d'où le personnage vient, c'est déjà un élément récurrent dans les jeux de rôle. En général, quand on crée des personnages, on essaie toujours d'être unique, plus que je suis un soldat qui s'en va à la guerre. C'est déjà quelque chose de standard. Fait que je pense que pour quelqu'un qui est habitué à jouer des jeux de rôle, c'est déjà implicite un peu de faire ce genre de démarche-là. Là, de ce que je comprends, c'est que le jeu, même s'il te dit de le faire dans la création de personnage, la saveur du jeu, les textes du jeu, genre, ne t'orientent pas vers ça. Là où c'est que je me
pose un peu la question sur la pertinence de ça, c'est, tu l'as dit un peu dans mon plus tôt, que en tant que joueuse, tu lisais pas nécessairement les livres de jeux de rôle, que tu laissais aux soins du maître de jeu d'écrire les règles et de les écrire, mais c'est pas quelque chose qui est rare. Je pense que ça arrive très souvent qu'une bonne partie des joueurs n'ont jamais, ou même des fois, ouvert le livre de jeu de rôle. Ils vont seulement par leur feuille de personnage et des explications. Fait que de cet angle-là, je sais pas à quel point que la propagande a vraiment un impact sur comment que les gens vont créer leurs joueurs, créer leurs personnages, en fait. C'est un bon point, effectivement, parce que je pense que c'est pas nécessairement ce qui est écrit qui va le plus influencer la partie, mais ce que les joueurs en ont comme croient ou ont comme préconçu sur ce jeu-là. Par contre, au point de Nadine, je pense que la majorité du monde ont cet aspect-là préconçu de si je suis un soldat canadien dans la Première Guerre, je suis une forme de héros pour les Canadiens, puis ainsi de suite. Bon, on va dire d'une manière générale, là. Donc, je pense que c'est un petit peu le même. Tu vas avoir un peu la même préconception que ce qui a été élaboré dans le jeu. Mais sinon, pour répondre à la question plus spécifiquement, j'ai l'impression qu'effectivement, la diversité des origines ou des décisions qui ont amené le joueur à s'engager n'est pas nécessairement élaborée. Je pense que c'est comme plusieurs autres choses dans le livre. C'est certains éléments qui n'ont pas été énoncés comme tels et ont été pris pour acquis. Si je retournais par exemple à la création de personnages, il n'y a pas grand-chose qui est expliqué sur comment créer son personnage. Et ça prend beaucoup pour acquis que les joueurs vont passer au travers de la fiche de personnage puis remplir comme c'était inscrit. Puis il y a plusieurs autres choses, même au niveau des règles, qui présupposent que tu as joué à d'autres propulsés par l'Apocalypse ou que tu comprends un peu le concept de jeu de rôle et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est plus par un oubli ou un manque de conscience qu'il faut le mentionner que ça n'a pas été fait ou c'est vraiment dans un objectif de ne pas avoir plus de diversité au niveau des origines ou des décisions d'enrôlement ou des approches? Je pense que c'est un peu des deux peut-être. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que dans les jeux, il faut avoir une certaine on va dire, approche de base. Donc, si tu joues à Donjon Dragon en supposant que tes joueurs vont vouloir être taverniers plutôt qu'aventuriers, c'est pas la même conception. Donc, là, je pense que l'objectif, c'est que les joueurs doivent être des soldats et qu'ils veulent être soldats. Donc, il y a une certaine volonté que la norme soit du patriotisme, même si c'est peut-être pas historiquement la chose la plus réelle. Puis là, la question, c'est est-ce que c'est important cet aspect-là historique par rapport au jeu? Est-ce que c'est correct que ça soit axé sur le patriotisme ou est-ce que ça devrait présenter quelque chose d'historique plus clairement? Toi, qu'est-ce que tu en penses, Nadine, par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est correct ou est-ce que ça aurait dû être plus historique? C'est une grosse question que tu poses, Maxime. Est-ce que, et là je réponds, c'est moi qui réponds, hein, donc c'est ma réponse subjective. Est-ce que c'est correct? Je le sais pas. Est-ce que c'est original, par contre? Absolument pas. Donc, il faut aussi se dire que c'est pas propre à Ross Rifle de faire ça. Donc, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de culture pop, il y a beaucoup de mythes aussi qui se déroulent pendant la Première Guerre mondiale et qui s'inscrivent justement dans cette interprétation héroïsante, patriotique, etc. Non, est-ce que c'est une approche qui est correcte? Moi, ce qui me dérange avec cette approche-là, en fait, c'est qu'elle est un petit peu amenée comme si c'était la vérité. Elle est un petit peu amenée comme si c'était de l'histoire objective, entre gros guillemets. Ça contribue à distorsionner, en fait, la vision de la Première Guerre mondiale et à justement mettre l'accent davantage sur le récit national plutôt que sur la guerre pour ce qu'elle était et sur la variété des expériences. Donc, moi, c'est ça, en fait, qui me dérange là-dedans. Et un bel exemple de ça, dans le livre, c'est quand tout à l'heure, tu parlais des 6 sur 8 pages sur la diversité, en fait, comme quoi on pourrait, si on le voulait, jouer un personnage issu d'une nation autochtone ou on pourrait jouer un personnage ukrainien. Donc, tu as raison, il y a 6 pages sur 8 qui présentent ça, sauf que c'est 6 pages de liste d'épicerie, d'exploits qui ont été faites
par des individus qui appartiennent à ces groupes-là marginalisés. Donc, ça enlève un peu, ça efface toute la complexité de ce que c'est que de faire partie d'une diversité dans un contexte de guerre. Donc, je suis pas certaine qu'un soldat issu des Premières Nations reçoit le même traitement dans les tranchées de la part de ses pairs et de la part de ses commandants qu'un soldat blanc. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange, vois-tu. À force de renchérir justement sur ce récit patriotique-là, on en oublie aussi d'autres éléments qui peuvent être des éléments extrêmement intéressants à exploiter dans le cadre des interactions entre les joueurs. L'exemple le plus probant et qui est effleuré un petit peu dans le jeu, mais duquel on ne parle pas beaucoup, c'est l'expérience des Canadiens français versus celle des Canadiens anglais. Donc ça peut être une source de chicane entre les joueurs. Même chose si on se retrouve justement avec des soldats issus de diversité. Par ailleurs aussi, j'ai trouvé ça assez amusant, en fait, amusant, tristement amusant, je dois dire. Dans cette même page-là, on parle notamment des soldats ukrainiens. Il y en a eu, certes, mais au même moment, au Canada, on a des camps d'internement pour les Ukrainiens parce qu'ils sont considérés comme des ennemis de guerre. Donc, littéralement, un soldat ukrainien au front rentrerait en permission au Canada pour aller visiter sa famille dans un camp d'internement. Donc, ça aussi, c'est un enjeu qui est tout à fait étrange. Et est-ce que ce soldat ukrainien-là, sur les tranchées, est-ce qu'on interagit avec lui comme on interagirait avec des soldats blancs, anglo-saxons ou autres? Donc, il est là, en fait, mon agacement. Est-ce que c'est correct d'avoir une ligne hyper patriotique? Moi, personnellement, ça me déplaît pour cette raison-là. C'est parce que ça efface la complexité de la Première Guerre mondiale et cette complexité-là peut nourrir des scènes incroyablement riches dans le contexte d'un jeu PBTA. En début d'intervention, tu as mentionné que Lost Rifle se veut comme un jeu historique, un jeu d'histoire, excuse, mais que quand tu as commencé à le lire, tu as vu un jeu de mémoire. Ma question pour toi, c'est si on voudrait un jeu d'histoire, c'est par quoi qu'on devrait commencer? Simon, je t'annonce que ce sera le thème de mon séminaire que je vais lancer la semaine prochaine, 3 heures par semaine, pendant 15 semaines. Non, là, je blague, là, parce qu'effectivement, c'est une grosse question. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que c'est beaucoup de travail parce qu'il faut vraiment... La première chose à faire, c'est, en tant que créateur, créatrice, il faut déconstruire notre propre conception de la Première Guerre mondiale ou d'un événement historique en général. Ensuite, je te dirais aussi que ce serait important de se questionner sur les enjeux éthiques que ça transpose. Donc, on ne peut pas parler de la Première Guerre mondiale en disant « Yes, on va donner un décompte » ou en fait, je dis ça, mais Call of Duty fait ça. Tu sais, Call of Duty, des médailles au fur et à mesure que tu tues des gens. Le plus de personnes tu tues, le plus tu as de médailles. À mon avis, c'est quelque chose de problématique. Donc, c'est le type d'enjeu éthique qui doit faire partie du processus de création. Aussi, si on veut le faire, la première chose à faire, c'est de faire de la recherche. Et par faire de la recherche, je veux dire vraiment aller lire des monographies qui ne sont pas des ouvrages histopop. Là, je vais faire une précision. C'est pas parce que quelque chose est histopop que c'est mauvais. Donc, il y a du bon histopop. C'est juste qu'en général, le histopop, le but, c'est que ce soit accessible. Donc, il n'y a pas une grande variété dans les interprétations. Donc, ça serait vraiment les premiers pas. Dans le cas précis de Rust Rifle, moi, justement, ce que j'aurais souhaité voir, j'aurais aimé que ce soit en fait une version qui est moins sursimplifiée. Si tu permets, ici, j'ai une petite citation là, que je trouve vraiment intéressante. Un focus simplement sur une bataille ou même sur une guerre qui aurait uni le Canada, obstru qui nous étions, dans toutes nos complications. Donc ça, c'est sorti d'un livre qui s'appelle The Vimy Trap, qui a été écrit par Ian McClay et un monsieur Swift, dont j'ai oublié le prénom, je m'en excusera. Donc ça, ce serait la première chose à faire, en fait. C'est de voir c'est quoi ces complexités-là, c'est quoi les problèmes qu'on rencontre au front. Et par problème qu'on rencontre au front, plus loin que vraiment on est dans un contexte de guerre, c'est quoi l'enjeu pour les soldats qui sont là, comment cet enjeu-là est vécu différemment, qui est au front, est-ce qu'il y a des problèmes générationnels, est-ce qu'il y a des conflits générationnels, est-ce qu'il y a des conflits justement nationaux, linguistiques, raciaux, etc. Donc moi, je dirais que ça serait des pistes. Mais encore là, je dis ça bien assis confortablement dans ma chaise d'ordinateur et c'est pour moi qui conçoit un jeu. Donc ça aussi, il faut être conscient de ça. C'est sûr qu'à un moment dans le processus de création, il y a des choix qui vont se faire et que ces choix-là vont être arbitraires. Et c'est correct, ça fait partie de la game. C'est juste qu'il faut faire ces choix-là consciemment.
À mon propre avis, je pense qu'il est pratiquement impossible de faire un jeu historique, ou du moins un jeu historique qui soit en bas des 1000 pages ou plus, là. Je pense qu'il faut surtout assumer son genre puis son approche dans le jeu. Que c'est correct de se baser sur des éléments historiques, donc par exemple des événements précis, mais d'assumer l'interprétation qu'on en fait. C'est vraiment là que je pense qu'il est la clé du succès et surtout la clé de la franchise en faire ceux qui vont lire ton œuvre. Toi, Simon, avec ta grande expérience de maître de jeu, comment est-ce que tu te préparais pour un jeu historique? Oui, donc le sujet que je voulais parler, c'était la préparation d'une partie historique, même si on vient un peu de dire que une campagne d'histoire, c'est plus difficile à m'en faire qu'une campagne de mémoire. Terme inspiration historique. Tout à fait. Honnêtement, la préparation, selon moi, commence avec des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on veut faire, notamment à quel point qu'on veut que ce soit précis au niveau historique. Parmi les questions de préparation de n'importe quelle campagne, il faut à un moment donné se demander à quelle grandeur le focus qu'on met. Est-ce que la partie englobe, si ce serait, est-ce que ça va englober comme tout le front ouest? Est-ce que ça va englober toute la Première Guerre mondiale au complet? Ou est-ce que on peut faire aussi une campagne de 8 games sur juste les événements qui se sont passés durant une seule semaine en 1914? Mais si tu me permets de faire du pouce là-dessus, aussi se questionner sur les différents aspects. Et ça, c'est une des. Tu sais, tout à l'heure, j'ai mentionné à de nombreuses reprises les contradictions dans le jeu. Il y en a une énorme où on nous dit d'une part de ne pas hésiter justement à faire des scènes de drame entre les personnages quand ils sont dans les tranchées, oui, mais aussi quand ils sont en retrait dans les villages, parce qu'on ne passe pas tout notre temps dans les tranchées non plus. Mais on n'a aucun exemple concret de ça dans le jeu. Si on en a, c'est pour illustrer le mouvement prepare truc. Mais vraiment du drama hors tranchée, on n'en donne presque aucun exemple. Plus qu'on met le focus grand, plus qu'on risque d'être imprécis au niveau de mon partie historique. Un gros danger dans une partie historique ou d'inspiration historique, c'est à quel point qu'on peut se donner le droit de changer le cours de l'histoire. Là, mon exemple vient pas de Ross Rifle en ce moment, mais exemple, on fait une partie historique en Deuxième Guerre mondiale et qu'on tue Hitler. Qu'est-ce qui se passe? Où c'est qu'on s'en va? Plus que n'importe quel jeu, puis un peu ce que Nadine a dit, je pense que l'importance de se questionner et de rechercher et même de décider juste d'un sujet de la campagne. C'est quelque chose que moi, personnellement, que je fais beaucoup quand je parle d'une nouvelle campagne. Je me demande de quoi je veux parler dans cette campagne-là. C'est quoi mon sujet? Et quand notre sujet, c'est historique, je pense qu'il faut comme redoubler d'efforts sur qu'est-ce qu'on veut parler précisément à cause que, c'est des choses qui sont réellement passées. On n'est pas on n'est pas dans une fiction totale. Et deux, à quel point qu'on veut être précis et que les événements ne dévient pas de la réalité, tout en étant comme permissif de qu'est-ce que les personnages font, de qu'est-ce qui se passe. Le jeu de rôle est quand même, à ce sens, un média improvisationnel. On développe une histoire au fur et à mesure de jouer et que est déplacé un peu par les roulements de dés, quand il y a des roulements de dés. Pendant la préparation, Nadine, tu nous as parlé que tu avais des scénarios que tu aimerais voir dans une partie de Rust Rifle se passer, puis tu nous en parlais un peu plus? Ben oui, tout à fait. En fait, j'en ai même une petite liste pour vous. Avant ça, je veux juste aussi préciser un petit truc que tu as dit, parce que je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour les maîtres du jeu qui nous écoutent. Quand on parle de rigueur et de justesse historique, à mon avis, on ne parle pas de vraiment respect de tout, comment c'est déroulé dans les moindres détails, à telle date, à telle heure, assis, à ça, à ça. Donc, je pense qu'il y a quand même un espace créatif qui peut se faire et on peut faire une fiction dans un cadre qui est historique. Donc, ça, je veux juste être très, très clair là-dessus. Je pense qu'une mauvaise façon de se préparer pour un jeu, ce serait de vraiment tout aller chercher les petits détails pas importants par rapport à un événement. Mais sinon, par rapport à Rust Rifle, précisément, moi, des choses que j'aimerais voir et que c'est pas des pistes sur lesquelles le jeu nous oriente, mais que ce sont des pistes qui sont réalisables avec ce jeu-là. Donc, on pourrait faire, par exemple, que un soldat
pourrait avoir une sœur, une amie ou une amoureuse qui travaille comme infirmière à l'arrière-front. Donc, on pourrait à ce moment-là avoir un dialogue où ça pourrait même devenir une quête personnelle. Il sait que sa sœur est infirmière, mais il ne sait pas elle travaille où. Donc, essayer de retrouver justement sa sœur là-dedans, sa sœur ou sa fiancée ou son ami, peu importe. Aussi, on pourrait avoir des drames qui ne sont pas forcément en lien direct avec le combat. Par exemple, des soldats d'un même régiment, ou plutôt dans un régiment, il y a une poignée de soldats qui sont condamnés à être fusillés. Comment est-ce que la section réagit à ça? Est-ce que la section essaie d'intervenir pour empêcher que ces personnes-là soient fusillées? Si je donne un exemple concret, il y a un soldat français, Lucien Berceau, qui a été exécuté en 1915 pour trahison parce qu'il a refusé de porter un pantalon qui avait été pris sur un mort. Donc, ce qui est arrivé, c'est que lui, il avait le pantalon blanc, qui est le pantalon qu'on porte dans les casernes, simplement parce qu'il n'y avait plus de pantalon rouge pour lui. Il n'y en avait plus à sa grandeur. Il arrive sur les tranchées, finalement, ils ont pris un pantalon rouge sur un mort, ils lui ont dit « Tiens, porte ça ». Lui, il a refusé de porter ce pantalon-là. Pour cette raison-là, il a été fusillé pour l'exemple, parce que ça a été considéré comme de l'insubordination. Donc, ce genre de scénarios-là qui sont extrêmement dramatiques, extrêmement lourds à porter pour les soldats, pourrait être une piste intéressante à explorer. Parlant de ça aussi, pourquoi pas une campagne ou pourquoi pas une petite séquence où les soldats décident de se mutiner contre leur commandant, qui ça aussi est quelque chose qui arrivait, je ne sais pas à quel point c'est arrivé dans l'armée canadienne, mais c'est arrivé dans les armées françaises et britanniques. Aussi, on pourrait avoir justement des frictions entre les différentes nations qui composent le corps armé, ça j'en ai déjà dit. Il pourrait y avoir aussi des frictions dues au décalage entre les ordres qu'ils reçoivent et ce qui se passe concrètement sur le terrain. S'il y en a qui cherchent de l'inspiration, vous pouvez aller regarder le film Path of Glory de Stanley Kubrick, où on retrouve justement un état-major qui est complètement déconnecté de la réalité, qui demande aux soldats de faire une manœuvre qui est impossible à réussir. Donc ça peut être aussi un climat de tension intéressant à exploiter. On pourrait aussi avoir une femme, en fait, dans les tranchées, une femme qui se serait travestie pour pouvoir partir à la guerre. Honnêtement, je ne sais pas s'il y en a eu dans le cas de l'armée canadienne, mais je sais qu'il y en a eu dans le cas de l'armée française et que ça s'est vu avant également. Donc ça aussi, ça pourrait être une belle storyline personnelle pour le joueur ou la joueuse, probablement la joueuse en fait, qui jouerait ce personnage-là. Aussi, on peut jouer les éléphants dans la pièce. Donc, si, par exemple, dans notre peloton, on a le frère d'un déserteur, et ça va changer justement la façon dont le peloton interagit avec cette personne-là. Et finalement aussi, je vous dirais de pas, si les joueurs et les joueuses sont à l'aise avec ça, d'exploiter aussi le thème de la sexualité. Donc, on a beaucoup de jeunes hommes dans les tranchées. Donc, c'est la Première Guerre mondiale, c'est possiblement la première fois qu'ils sont loin de leurs parents et ça va aussi être un moment d'expérimentation sexuelle pour ces soldats-là. Donc, ça peut être des pistes extrêmement intéressantes aussi à explorer. Donc, ça, c'était mes quelques idées. Mais tout ça pour dire que ce sont des thèmes qui ne sont pas forcément rattachés à un grand patriotisme canadien, narratif, machin, mais qui peuvent être extrêmement riches pour une partie propulsée par l'apocalypse. Et comment qu'on fait pour se préparer à ça? Dans le sens que là, on a plein de... Mettons qu'on décide d'aborder un sujet précis. Allons-y avec la mutinerie. On veut avoir un sujet de mutinerie pendant une partie. Comment on fait pour se préparer à avoir peut-être pas une véracité, mais une précision historique qui est plus proche de la réalité que ce qu'on pourrait avoir comme image? Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'on a des conseils pour faire des recherches? Moi, j'irai d'abord avec mes premières impressions de qu'est-ce que moi je ferais pour faire pour faire cette partie-là. Puis après ça, vous me direz si j'ai de l'arrêt dans le champ ou non. Moi, la première chose que je ferais dans une partie d'histoire, j'irais vérifier s'il n'y a pas déjà eu une mutinerie. Bon, là, particulièrement dans Russell Force, ce serait canadienne. Bon, sur le front, essayer de faire des recherches. Quand on a accès à une amie historienne, de lui poser des questions. Et si la réponse est oui, de s'inspirer de qu'est-ce qui s'est passé. Vraiment, utiliser les personnages pour s'inspirer du setting. Et bon, si jamais il y en avait pas au Canadien, quelqu'un qui probablement dans les Français ou dans les Britanniques, pour après ça transcrire ça, genre si c'était des Canadiens qui avaient fait ça à la place. Puis la grosse question après ça que je me demande, c'est quoi qui est intéressant dans cette mutinerie-là? J'ai absolument rien à ajouter dans la mesure où tu m'as pris de vitesse avec ta réponse. Donc, exactement, faire un petit peu de recherche sur les cas qui ont existé. Puis quand on dit aussi faire de la recherche, ça, on s'entend,
pas forcément un niveau de recherche où vous seriez amené à faire une dissertation universitaire sur les mutins dans l'armée canadienne, mais juste justement chercher quelques cas, les grandes lignes de ce cas-là et essayer de faire un peu un miroir de ce cas-là ou de s'en inspirer à tout le moins pour la campagne. Ça, je pense que ça peut être assez intéressant. Si jamais il y en a qui veulent, ça serait une petite suggestion éditoriale, si jamais il y en a qui veulent, qui cherchent de l'inspiration pour inclure justement plus de NPC femmes dans leur campagne, je ne peux que vous conseiller de lire l'autobiographie de Vera Brittain, qui était une femme britannique justement, qui a été infirmière sur le front. Il y a un film qui a été inspiré par sa biographie qui s'appelle Testament of Youth. Donc, lire la biographie ou à la limite regarder le film aussi, ça peut être des belles sources d'inspiration comme ça. Bien qu'il faut être prudent là, avec la culture populaire. On parle souvent de recherche. Concrètement, on fait ça comment? Si moi, demain, je veux faire des recherches, je fais des recherches comment? Concrètement, tu t'en vas sur un moteur de recherche qui est rattaché à une bibliothèque. Ça se peut que tu trouves des livres dans une bibliothèque publique. C'est sûr que moi, je serais encline à conseiller des bibliothèques universitaires simplement parce que souvent leurs ouvrages, leurs monographies sont plus précises. Mais sinon aussi, tu peux chercher sur Internet dans des archives. Donc, tu peux trouver des dossiers de soldats canadiens. C'est public, ça. Tu peux aller regarder dans des bibliothèques. Tu peux aussi trouver des articles scientifiques. Pour trouver des articles scientifiques, tu peux aller sur le site Internet JSTOR, Percé, Érudit, essayer de trouver des cas et justement, sans faire une recherche bibliographique de 50 titres, tu peux peut-être trouver un ou deux titres qui abordent les thèmes que tu souhaites et des thèmes qui t'intéressent. C'est sûr que, par contre, ça demande un effort de préparation qui est additionnel à ce qui, tu me diras, Simon, si j'ai tort, mais à ce qu'un ou une maître de jeu ferait dans le cas d'une partie de Donjons Dragons ou de jeu dans un univers fantastique inventé de A à Z. Bon, je pense qu'on a assez parlé d'histoire en général. Maintenant, parlons de sujets dont l'histoire fait partie. Maxime, de quoi tu venais de parler aujourd'hui? Oui, en fait, c'est un sujet quand même connexe, mais il y a, on n'a pas beaucoup abordé le sujet nécessairement, mais dans Rust Rifle, on parle beaucoup des horreurs de la guerre. Donc, ma question est un peu plus vague. C'est est-ce que tous les sujets sont bons à jouer? Donc, est-ce qu'il y a certains sujets qui seraient un peu, pas nécessairement tabous, mais qui devraient ne pas être abordés dans une partie du jeu de rôle ou, en fait, dans n'importe quel type de jeu? Je vais donner un petit peu un contexte à ma question puis à mon sujet, puis on va pouvoir en discuter. Désolé d'interrompre temporairement l'épisode pour vous donner un avertissement. Maxime est sur le point de parler d'un jeu un peu particulier qui s'appelle The Tower, qui, malgré que les personnes qui l'ont backé sur Kickstarter ont déjà les PDF en main, il est barré avec un mot de passe jusqu'à la mort de l'auteur, qui est définitivement pas encore arrivé. La magie de l'Internet étant qu'est-ce qu'elle est, on a accès et lu le jeu. Par contre, je ne sais pas à quel point on a le droit d'en parler. Donc, je vais juste vous avertir de la situation. Si vous voulez continuer à l'écouter et entendre parler c'est quoi le sujet du jeu, on va en parler. Sinon, malheureusement, on le répète à quelques reprises, donc il va falloir passer par-dessus le restant du sujet, malheureusement. Donc, on a déjà plusieurs jeux qui ont des sujets peut-être sensibles. Donc, on va parler, par exemple, dans Rust Rifle, de tout ce qui va être horreur de la guerre, là, de voir ses collègues mourir avec le gaz moutarde ou avec les lance-flammes qui commençaient à arriver à cette époque-là. Ça peut être graphiquement très troublant, mais on va avoir aussi des jeux qui vont avoir des sujets très, très... on va y aller avec troublant. Simon, tu as entre autres un jeu qui s'appelle The Tower. C'est un peu particulier, qui est sur le sujet des fusillades dans les écoles. Plus précisément, je pense qu'il y a une fusillade très précise, mais ça s'applique un peu à n'importe quel. Puis des fois, il va y avoir d'autres sujets qui vont être aussi très, très pointus. Je pense à un jeu que j'ai qui s'appelle Alice is Missing. Donc, on parle vraiment soit d'un enlèvement ou, enfin, on va découvrir pendant l'histoire qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, un kidnapping d'adolescentes qui peut être extrêmement troublant comme découverte pour tous les joueurs. Est-ce que, pour vous, est-ce que tous les sujets sont bons à parler ou à jouer? On va y aller avec ça, une question très large. Je vous écoute. La réponse pour moi c'est oui, mais il faut que tous les joueurs soient corrects avec parler de sujets sensibles. Mais
il y a une façon de parler d'un sujet sensible, peu importe à quel point qui est sensible. La mauvaise affaire à faire, c'est d'aller dans un sujet sensible en se disant OK, on se donne la permission d'en parler. Bon, on y va juste comme ça. Selon moi, c'est absolument pas la bonne façon à faire, justement, c'est une façon un peu toxique de le faire. La bonne façon, selon moi, c'est d'y aller de façon respectueuse et que le but, c'est de vivre la situation puisqu'on n'est pas capable de la vivre dans la vraie vie. Le jeu de rôle, c'est un excellent outil pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre. J'ai pas tant l'habitude de jouer des personnages femmes alors que parce que je suis un homme, fait que j'ai souvent pensé que c'était pas ma place de le faire. En écoutant justement des podcasts de jeux de rôle, j'entendais souvent que justement que le jeu de rôle, c'était un bon outil pour essayer de se mettre à la place de quelqu'un. Même si tu fais des erreurs à jouer quelqu'un qui n'est pas de ton orientation, de ton ethnicité, de ton sexe ou peu importe, que d'essayer puis de le faire, c'est une forme d'empathie pour essayer de comprendre comment que ces personnes-là pensent. Je pense que ça s'applique aussi à des sujets précis comme l'horreur de la guerre ou tuer dans des écoles, dans le cas de Tower. C'est des choses qu'on peut pas, le commun des mortels n'a pas vécu. Mais si on veut essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut être, si on veut essayer de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que ces choses-là veulent dire dans la vie, il faut essayer d'être empathique puis de les vivre. Puis les jeux de rôle comme ça, c'est un outil pour le faire. Un bon point, puis j'aime l'approche que tu mentionnes, c'est-à-dire, il y a des sujets qu'on peut... Est-ce que tous les sujets, on peut leur parler, mais est-ce que aussi tous les types de personnages, on peut incarner? Est-ce qu'on a le droit de faire ces choses-là, ou est-ce qu'on doit faire ces choses-là? Ou est-ce qu'on devrait s'en tenir à ce qu'on connaît ou ce qu'on se donne la permission? Toi, Nadine, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on peut jouer de plusieurs choses pour peu qu'on le fasse avec empathie et intelligence. Mais je pense aussi qu'il y a des bémols importants à soulever par rapport à ça. Entre autres, c'est se poser la question, est-ce qu'on a le droit de jouer cet événement-là ou ce contexte-là? Par exemple, si on prend l'esclavage aux États-Unis, est-ce que j'ai le droit de jouer une esclave noire alors que c'est une histoire qui ne m'appartient pas? Moi, a priori, je dirais que non. C'est pas une histoire qui m'appartient, donc je vois pas dans quel monde, même en voulant faire un exercice d'empathie, je pourrais prendre le privilège d'incarner, pas le privilège, mais je pourrais prendre à quel point ça serait m'accaparer cette histoire-là. Je sais pas si c'est très clair. Donc, je crois pas que j'ai le droit de m'accaparer cette histoire-là. Aussi, Simon, quand tu parles d'empathie, je suis d'accord jusqu'à un certain point, mais il faut faire attention aussi parce que parfois, de l'empathie peut se transformer en maladresse et la maladresse peut faire violence aussi à certains groupes. Si moi, par exemple, je joue un soldat autochtone dans le cadre de Ross Rifles, est-ce que je vais me retrouver à seulement reproduire des clichés qui sont diffusés un peu partout, puis à vouloir intégrer une spiritualité à mon personnage qui va être complètement à côté de la plaque des différentes spiritualités autochtones. Puis si au final, ma représentation elle est vraiment à côté de la plaque, est-ce que l'exercice d'empathie est réussi? Est-ce que ça devient de l'appropriation culturelle? Est-ce que ça fait violence au groupe? Donc ça, c'est des questions que je pense qu'il faut se poser. Puis mon dernier point, ce serait de se demander est-ce qu'on a les connaissances justement pour faire cet exercice d'empathie-là? Parce que justement, un exercice d'empathie mal fait, ça peut aussi virer en une violence, même si c'est pas l'intention, même si c'est maladroit. Donc ça serait de mes points là-dessus, comme quoi il faut quand même faire attention avec cette question d'empathie et on a beaucoup de questions à se poser justement par rapport à ça. Bon, ce que tu apportes, Nadine, je pense, être assez pertinent. Puis c'est un peu, ça rejoint un peu ce que Simon disait, savoir quand est-ce qu'on a la maturité de jouer soit un personnage. Je pense qu'on dévie un peu de mon point, mais je pense que c'est même plus important ce que vous êtes en train de dire que ce que je mentionnais au début. Je pense pas que c'est nécessairement le sujet qui est important, mais bien est-ce que tu as la maturité de jouer ce que tu peux jouer
et de le jouer d'une bonne manière. Nadine, tu mentionnais que c'est pas correct que peu importe le cas, c'est pas correct d'avoir un personnage qui aime tuer, par exemple. Et pourtant, si on regarde les jeux à la Donjon Dragon et autres, c'est assez banal de dire que mon personnage aime ça tuer du gobelin ou qu'il aime ça tuer quelqu'un d'autre, un prêtre maléfique. Le nombre de jeux où est-ce que c'est banal de dire ça. Et je te rejoins quand même de dire que c'est pas correct, c'est pas aussi simple qu'on peut le laisser paraître. Mais en même temps, dans ce cas-ci, pourquoi qu'on joue à ces jeux-là? Est-ce qu'on a le droit de jouer à ces jeux-là ou quoi que ce soit? Puis j'ai pas de réponse, puis je pense pas qu'on va avoir une réponse à 100% finale aujourd'hui. Euh, je vais ressortir un autre exemple qui va être très très proche de Rust Rifle, qui est le jeu Night Witches, qui est essentiellement un jeu encore sur la guerre, qui va être d'inspiration historique, où est-ce qu'on va jouer des femmes pilotes pendant la Deuxième Guerre mondiale, des femmes russes pilotes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un des aspects principaux de ce jeu-là, c'est justement la discrimination envers les femmes, le fait que ces femmes-là avaient de l'équipement de la Première Guerre mondiale versus les hommes qui avaient des avions récents et nouveaux, et ainsi de suite. Mais est-ce que moi, en tant qu'homme blanc qui est définitivement pas russe, je peux me permettre de jouer ce jeu-là? C'est ça aussi la question. Je pense qu'il y a une certaine forme de maturité puis de préparation qui nous permet de jouer ces jeux-là. Mais après ça, est-ce que je peux jouer un jeu où est-ce que je joue une victime dans un shooting, dans une fusillade dans une école? Je suis pas sûr que c'est aussi simple que ça pour la majorité des gens. Comment qu'on mesure la maturité de quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit de jouer un nazi à une table? Puis de trouver le moyen de rendre ça correct ou dans le sens, est-ce que je peux jouer la personne qui croit que c'est correct puis de pousser ça en avant? Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il faut éviter ça? J'ai pas de réponse à tout ça, je sais pas si vous en avez. Je pense que c'est important de se poser la question de où est-ce qu'on est, quelle maturité on a aujourd'hui, puis est-ce qu'on peut se permettre d'aborder ça avec intelligence, puis avec discernement. C'est pas toujours facile. Peu importe c'est quoi le sujet, il y a plusieurs raisons pour lesquelles que quelqu'un veut toucher à quelque chose de sensible. Bon, quand on va sur quelque chose de sensible, c'est soit on veut l'expérimenter parce qu'on le connaît absolument pas, ou c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Il y a plusieurs personnes que j'ai vues dans le passé qui ont qui ont des traumatismes à travailler. Des fois, de les reproduire dans des jeux de rôle, ça l'aide à passer au travers. Fait que je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse à est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on devrait pas. Ça dépend de chaque personne, mais c'est aussi une décision à prendre en groupe. Je pense que ce que tu viens de dire, ça revient en fait à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il existe autant de réponses qu'il existe de joueuses et de joueurs. Donc, Nadine, à la suite de cette discussion, est-ce que tu auras soit quelque chose à rajouter sur le jeu ou est-ce que ton avis a changé? Mon avis n'a pas changé dans la mesure où j'appréhendais un jeu qui se situerait dans cette mémoire nationale et nationaliste, dans ce récit national qu'on en fait, puisque c'est très commun avec la Première Guerre mondiale. J'aurais aimé avoir un jeu qui est plus orienté sur l'histoire et la complexité de la guerre, sur la guerre comme elle était et non comme on la représente dans le récit national. Je serais curieuse de jouer avec une personne qui connaît l'histoire et qui est capable d'amener le jeu ailleurs que dans ce récit-là, mais le jeu tel que présenté dans le livre m'interpelle pas plus que ça, là, à vrai dire. Pour ma part, mon avis a plus ou moins changé. J'ai toujours le goût d'essayer, particulièrement si c'est pour faire une campagne basée autour d'un événement précis avec un peu de recherche. Ça semble être intéressant. Les règles me semblent être correctes. J'aurais définitivement le goût d'essayer. Pas plus qu'un 4 games, fait qu'un mois seulement de partie. Je serais pas prêt à faire une partie très longue. Et toi, Maxime, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire ou est-ce que ton avis a changé? Mon avis n'a pas vraiment changé. J'ai
plus ou moins intérêt à jouer à ce jeu-là. D'un, j'ai pas beaucoup d'intérêt à jouer à des jeux ou beaucoup d'intérêt envers l'histoire en particulier. Mais même les règles ne m'intéressent pas plus qu'il faut dans le sens que ça a l'air d'être des règles solides, mais pas nécessairement révolutionnaires ou qui approfondissent les propulsés par l'apocalypse ou quoi que ce soit. Donc, mon avis n'a pas vraiment changé. Je suis intéressé aux discussions qu'on a eues, mais ça s'arrête là. Donc là-dessus, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous. Mais merci Nadine d'avoir été là. Merci à vous de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Merci à toi, Maxime. Merci à vous deux, c'est toujours plaisant. Et merci surtout à vous, chères auditrices et auditeurs. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et bon jeu de rôle.